Connaître les avantages fiscaux que l'État d'Israël propose aux Olim Hadashim, ça vous intéresse évidemment. Alors restez avec nous et écoutez bien les précieux conseils de mon invité du jour, Nathanaël Cohen. Salut Nathanaël. Bonjour. Bonjour. Parce qu'il y a un avantage fiscal qui va s'arrêter le 31 décembre 2018. Alors ouvrez grandes vos oreilles si vous voulez encore en profiter. Il est temps. Donc nous allons parler avec Nathanaël des impôts qu'on doit payer en Israël. Et qui n'ont pas été payés. Et qui n'ont pas été payés. C'est bizarre. Donc forcément, les impôts qui n'ont pas été payés, ça peut être par inadvertance, par ignorance. Mais de quels impôts parle-t-on ? Toute imposition qui aurait dû être imposée en Israël, comme des revenus locatifs, Okay. des revenus, même des locatifs, quand on dit locatif, c'est même Airbnb, même des courtes durées, D'accord. revenus commerciaux, ou un héritage de sources frauduleuses, c'est-à-dire le papa ou la maman, ils n'ont pas bien déclaré comme il fallait. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas tellement de sources frauduleuses, mais disons que le papa a de l'argent qu'il n'a pas déclaré, et forcément qui arrive dans le compte de son fils. Donc son fils, il est bien embêté maintenant avec cette somme-là. Mais les impôts sont dessus, ils disent attends, il faut vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent. Est-ce que ça a été déclaré ou non ? Alors, on parle des revenus locatifs non déclarés, ça veut dire que des propriétaires d'immeubles auraient loué leurs appartements pendant des années. Et ils ne les ont pas déclarés en se disant, de toute façon, je m'en fous, puisque pendant 10 ans, je suis au Lechadash, j'ai pas à déclarer mes impôts. Ou surtout parce que je suis étranger. De toute façon, Israël n'a pas vraiment... On s'en fout. J'intéresse pas Israël, je suis étranger, donc on a acheté des appartements, on les louait. Et c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, oui. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe, notamment depuis l'échange d'informations interbancaires, où on en est ? Alors, depuis l'échange d'informations interbancaires, justement, les propriétaires ou les investisseurs commencent un peu à être angoissés. Parce que ces appartements, en particulier, n'ont pas été déclarés à la France, dans la plupart des cas. Ok. Ils savent qu'il va se passer maintenant un échange de comptes financiers, on va savoir ce qui va se passer dans leurs comptes. On va vers une transparence fiscale dans le monde, comme on a parlé plusieurs fois. Oui. Et cette transparence-là angoisse un peu tout le monde. Bah, donc, les gens préfèrent se régulariser et de trouver une solution. Comment ? Avec l'administration fiscale israélienne. Oui. Alors, comment réagit l'administration fiscale israélienne ? Est-ce qu'ils sont OK ? Est-ce qu'ils veulent que je ne vais pas dire ses clients, mais disons que ces citoyens qui ne payaient pas leurs impôts jusqu'à présent payent leurs impôts ? Est-ce qu'ils sont open, comme on peut dire ? L'administration fiscale israélienne, il faut dire, depuis 2005, ça existe, cette autodénonciation spontanée, c'est une déclaration spontanée. On déclare tout ce qu'on a pour être régularisé fiscalement dans le pays. Donc les impôts israéliens autorisent les gens à se déclarer alors qu'ils ne l'avaient jamais fait, à dire ok, voilà, mea culpa, j'ai fait ça. Mais il y a plusieurs conditions. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, en 2014, depuis cette ère d'échange d'informations, les impôts en ont profité, ils ont dit on va enrichir nos caisses. Comment on va faire pour enrichir nos caisses ? On va mettre à jour cette loi d'autodénonciation. On va rajouter la possibilité anonyme, c'est-à-dire on peut négocier avec le fisc israélien. Donc on peut se déclarer normalement, bonjour monsieur, je m'appelle monsieur Cohen, j'ai pas déclaré mes 5 appartements dont je perçois les loyers depuis 15 ans. Combien je vous dois ? On peut faire ça et on négocie. Oui, avec le nom et officiellement, tous les normalement, détails. Et tous les détails. Et on peut aussi dire envoyer quelqu'un. Envoyer quelqu'un. Voilà, j'ai tant et tant et tant. Je vous dois comme ça. Combien vous m'imposez dessus ? Sans donner son nom. Sans donner son nom. Sans donner ses détails, sans jusqu'à arriver, secrètement. Voilà, jusqu'à arriver à un accord entre les deux parties, tout est anonyme. S'appelle Masloul Anonymi, ils appellent ça comme ça l'Israélien, le circuit anonyme. Ce circuit anonyme, d'ailleurs, a fait rentrer énormément d'argent dans les caisses israéliennes. On va dire combien ? Ils ont découvert plus de 25 millions de shekels de patrimoine qui n'a pas été déclaré, et 5 millions de shekels d'imposition sont rentrés dans... 5 milliards, pardon, de shekels et 25 milliards. On répète. Non, j'ai compris. Donc 25 milliards de patrimoine non déclaré. Et donc, du coup, ça a ramené dans les caisses, grâce à cette déclaration anonyme, 5 milliards. Bon, c'est pas mal. Hein. L'anonyme, c'est la star des déclarations. Il y en a 3, comme vous avez dit tout à l'heure. Il y a le circuit normal. OK. Il y a le circuit anonyme et il y a le circuit raccourci. Alors, c'est quoi le circuit raccourci ? Raccourci, c'est limité à un patrimoine de 2 millions de shekels et une imposition d'1 demi-million de shekels. C'est-à-dire... Ça veut dire que c'est pas pour tout le monde ? Non, c'est pour éviter les bureaucraties, etc. Ils permettent, voilà. C'est pour les petits clients, ils appellent ça comme ça, les impôts. Les petits clients, vous avez un patrimoine de 2 millions de shekels. On va faire ça rapide.
sans négociation, on ne va pas attendre longtemps, ça va être vraiment automatique comme ça. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, tout ça c'est bien beau, ces déclarations, etc. Si on tombe pas d'accord, on a donné tous ces détails, on fait une déclaration normale, donc on donne son nom, etc. On a dit voilà, j'ai 6 appartements, j'ai perçu 4000 shekels de loyer par mois pendant 10 ans sur chacun de ces appartements. Ils ont votre adresse, ils ont l'adresse des... Et finalement, ils vous demandent une somme tellement exorbitante que vous ne pouvez pas la payer. Et donc, vous dites, non, je ne veux pas payer. C'est possible? C'est une très bonne question ce que vous posez. Mais cette question, elle s'applique surtout dans les circuits qui ne sont pas anonymes. Oui. Puisque l'anonyme, on est d'accord, ils ne savent rien jusqu'à qu'on soit d'accord. Oui, quand ils ont nos coordonnées, etc., etc. Alors, les impôts, ils ont des conditions pour pouvoir procéder à ce processus d'autodénonciation. Il y a des conditions à respecter. Eux, ils veulent des nouveaux clients, comme on a dit tout à l'heure. S'ils ont déjà les données de la personne, c'est des bons commerciaux. Ils appellent ça aveu de bonne foi. On ne veut pas que ce soit après enquête, que ce soit vraiment un aveu de bonne foi. Tu viens et tu nous dis. Mais nous, on s'engage de notre côté à t'immuniser complètement, c'est-à-dire aucune sanction pénale ne sera engendrée envers toi. Et même si on n'arrive pas à un accord, on s'engage à ne pas utiliser ces informations. Bon, ça reste dans la base de données des impôts, c'est important de le savoir. C'est quand même un peu tendancieux, on va dire. C'est un petit peu dangereux, même si on veut bien les croire. Ils n'ont pas le droit, mais c'est pour ça que l'anonyme, c'est le plus populaire. La déclaration anonyme, c'est beaucoup mieux. Comme ça, et c'est elle qui finit bientôt, d'ailleurs. Voilà, alors on répète. Donc, si vous avez 1, 2, 3, 10, 20 appartements, par exemple, si vous avez peut-être même un seul logement que vous avez loué en Airbnb, des revenus, ou je sais pas moi, même une petite société qui n'a pas été déclarée, sachez que vous pouvez déclarer anonymement, sous couvert d'anonymat. C'est plus simple, grâce à un intermédiaire. Un intermédiaire, un représentant, un conseiller fiscal. Quelqu'un qui vous représente auprès des impôts. Jusqu'à quand? Jusqu'au 31 décembre 2018. Seulement pour l'anonyme, parce que... Mais c'est la plus intéressante. En plus, on voit qu'il y a vraiment une relation directe entre l'échange d'informations entre les pays et cette possibilité de s'auto-dénoncer, puisque lorsqu'il y aura l'échange d'informations, tout le monde saura un peu tout et personne ne voudra vraiment se régulariser, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'échange, ça devait être en septembre 2018. Ça a été repoussé encore là un petit peu. Donc, ils vont repousser encore la déclaration anonyme. Continuez à me faire rentrer un peu d'argent dans les caisses jusqu'à que tout le monde saura tout. Mais c'est un bon deal d'après vous? Oui, c'est un très bon deal. Parce qu'on n'a pas dit, mais Nathanaël Cohen est expert comptable, spécialiste en fiscalité internationale, on l'a dit au début, mais on le répète pour comprendre que ce sont des conseils que vous avez vérifiés dans la réalité. C'est un bon deal, surtout que les impôts font tout pour essayer d'en attraper le plus en ce moment. Ils savent que les personnes sont angoissées, ils cherchent justement ces clients-là qui sont passibles, il ne faut pas oublier, d'une sanction pénale. Bien sûr, ils peuvent aller en prison. Ils peuvent aller en prison. Il y a eu un cas d'une personne qui a loué, qui avait un compte à l'étranger, un Israélien qui avait un compte à l'étranger, il avait généré des revenus sur ce compte-là, il n'avait pas déclaré en Israël. Il a fait 1 ou 2 ans de prison ferme pour une somme vraiment pas énorme, 200 ou 300 000 shekels. Donc ça veut dire, ils font vraiment peur à tout le monde et il propose justement ce deal qui peut être... C'est vraiment ouvrir une nouvelle page. C'est toujours bien d'ouvrir une nouvelle page. Vous voyez ce que je veux dire? On se régularise complètement. Mais il faut tout dire. Parce que si on ne dit pas tout... L'accord n'est pas valable. Ça veut dire que c'est valable jusqu'au moment où ils vont découvrir que vous leur avez caché une villa. Oui, alors, ils le marquent d'ailleurs en hébreu, ils appellent ça Chetzi Rayon. C'est une demi-grosse. Ne me dis pas ce que tu as en Roumanie et ce que tu n'as pas en Allemagne. Eux, ils veulent qu'on dise tout. C'est-à-dire, si tu m'as tout dit... Tout dit, ça veut dire que les biens possédés en Israël et aussi les biens à l'étranger, les comptes à l'étranger. Et même les taxes d'acquisition, même l'immobilier, des fois, beaucoup de personnes, pour diminuer la taxe d'acquisition, ne donnent pas la vraie valeur de l'appartement lorsqu'on fait la déclaration au cadastre. Ils ont vraiment permis dans tous les domaines à s'auto-dénoncer et à se régulariser, à ouvrir une nouvelle page, justement pour permettre à ces personnes-là de... Ok. Alors, fort de cette, on va dire, cette démarche qui marche bien, ils ont été encore un peu plus loin. Ils ont envoyé à certains de leurs clients potentiels, enfin, je crois que c'est très large. Combien de personnes? Beaucoup de personnes? Ils ont envoyé... Des centaines de personnes? Ils ont envoyé... Le fameux formulaire 5329. Ah oui. Donc, les impôts, ils ont dit, on va essayer de rechercher au maximum toutes les personnes qui sont soupçonnées ou qui sont susceptibles de nous payer des impôts qui n'ont pas été payés. Donc, ils ont envoyé des courriers à tout le monde, à des milliers de personnes. À des milliers. Moi, j'ai dit des centaines. Ben voilà, j'étais loin du compte. C'est des milliers, mais il faut savoir que ces courriers, ils ont été envoyés suite à quelque chose qui leur a mis... Puce à l'oreille. Oui, alors,
Eux, ils ont toutes les données du ministère des Transports, du ministère de l'Intérieur et du cadastre, bien sûr. Lorsqu'on voit une personne qui achète 5, 6 appartements et qu'il n'y a aucun revenu locatif qui n'a été déclaré, ça paraît bizarre quand même. Lorsqu'une personne achète une voiture de luxe, il voit au ministère des Transports qu'une voiture de luxe est achetée, et que cette personne touche un salaire de 10 000 shekels ou de 20 000 shekels, ça paraît bizarre aussi. C'est-à-dire qu'il y a de l'espèce, il y a quelque chose qui n'a pas été déclaré. Ministère de l'Intérieur, les entrées et sorties, beaucoup de voyages, ou les dénonciations. En Israël, c'est quelque chose qui est très courant en Israël. Les voisins qui dénoncent ? Oui, parce qu'on est rémunéré sur la dénonciation. Ça s'appelle le malchinon. Mais quelle horreur! Ils prennent 10%, on reçoit 10% sur ce qu'on a dénoncé. Et en Israël... C'est affreux, mais on va quand même le redire. Quand on dénonce une personne, voilà, dont on sait qu'elle ne déclare pas tout son patrimoine, on reçoit quelque chose sur cette imposition qui va être prise de la personne. Donc le montant, que cette personne va payer aux impôts, il y a 10% pour celui qui a dénoncé. Oui, et ils ont tellement d'appels qu'ils ne peuvent pas répondre. C'est vrai. Moi, je connais personnellement les personnes. Ah mon Dieu. Donc, il faut faire attention. Donc ce document-là, ce 5329, vous êtes dans notre radar. Il faut vite, c'est urgent de tout régulariser, surtout lorsqu'on reçoit ce document. Ok, donc si vous avez reçu le 5329, il faut s'angoisser. Oui. Et il faut vite profiter de la déclaration anonyme pour régulariser sa situation avec les impôts israéliens. Ça finit le 31 décembre 2018. On le répète parce que... Non, mais c'est très important. Il faut savoir, 31 décembre 2018, ça finit de déposer les formulaires et les déclarations. Ouais, il faut s'y prendre même si c'est traité après le 31 décembre, c'est pas grave. Mais il faut qu'aux impôts, ils aient reçu le 31 décembre 2018 toute la liste et tout tourne à vœu. Ok. Alors, on se pose la question si ce cas de figure-là concerne les Olim Hadashim, parce qu'après tout, ils ne sont pas imposables pendant 10 ans. Bon. C'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment la question de Olim Hadashim. Moi, souvent, au cabinet, on vient me voir. Les nouveaux immigrants. Oui. Il faut savoir qu'Israël, tout ce deal qui est proposé, c'est pour une imposition qui aurait dû être payée en Israël. Ce deal des 10 ans, c'est sur des revenus qui ont été générés en dehors du territoire israélien. Ça veut dire que pendant 10 ans, quand on a reçu de l'argent généré en dehors du territoire israélien, on n'est pas imposable en Israël, évidemment. Mais si on a des revenus ici, on doit payer des impôts. Pour un Olé Hadash ou pour un résident étranger. Oui, bien sûr. C'est sur le territoire israélien. Comme les revenus locatifs, vous avez dit tout à l'heure, l'immobilier est en Israël, c'est un impôt qui doit se payer en Israël. Israël te dit, tu ne m'as pas payé, tu me dois de l'argent, que tu sois étranger, Olé Hadash, israélien. Il faut se régulariser, surtout pour les Olim Hadashim, moi je conseille, pour vraiment commencer une... Bon, après tout, on se dit, ils ne te connaissent pas. Non, c'est dangereux de faire ça. Non, mais quelque chose de très intéressant par le biais de cette autodénonciation, c'est qu'en ouvrant une nouvelle page avec Israël, pour les personnes qui ont des problèmes avec la France, par exemple, c'est bien que dans un pays, on te régularise complètement. C'est-à-dire, par le biais de cette autodénonciation et cette régularisation spontanée, comme on dit. Ça veut dire pour tous ceux qui ont ramené avec eux de l'argent de France ou des biens non déclarés, ici, on peut... Qui sont devenus israéliens, profiter de ça. On peut se régulariser. En Israël, ça aide toujours. Ça fait au moins un pays, on est clean. Voilà. Bon, on dit des choses très secrètes dans cette émission. Voilà. C'est très complexe, c'est vraiment... Mais en même temps, tellement important. Ok. Alors, pour les étrangers, on comprend que c'est la même chose. C'est-à-dire un étranger. Israël, je vous donne un exemple. J'aime bien quand vous me donnez des exemples, Nathalie. D'ailleurs, il y a une jurisprudence. Il y a eu vraiment un cas d'un fournisseur de douche Shemesh, c'est les chauffe-eau. Voilà. Un fournisseur français, résident français, qui travaillait en France, qui avait un deal avec un Israélien. Donc il y avait un client qui se trouvait en Israël. Il avait un client qui se trouvait en Israël. D'accord. Ce client lui payait les commissions dont la personne devait toucher en Israël, pas en France. C'est-à-dire, on répète, un Français fournissait un service à un Israélien, l'Israélien le payait en Israël. Ok. C'est arrivé, il y a eu ce cas. Donc on dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que, par rapport à Israël, cette personne est problématique? Alors, laquelle? Le français? Le français. L'Israélien, il doit déclarer, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on se doute bien que s'il a laissé la com en Israël, c'est qu'il n'a pas dû déclarer en France et que cet argent-là n'est pas en France. Okay. Donc Israël te dit, on répète, il y a un mifran, un examen où doit être imposé cet argent. Si c'est un résident étranger qui a généré cette activité en dehors du territoire, il lui a fourni des douches Shemesh qui venaient de l'extérieur. Ça ne concerne pas Israël. Il n'y a aucune avéra, aucune interdiction à avoir de l'argent dans un compte israélien pour un résident étranger sans le déclarer en Israël, à moins que ce compte génère. Okay. Bon, okay. Il n'y a aucune interdiction. D'accord. Donc dans ce cas-là, il n'a pas de problème. Cette personne-là n'a pas de problème s'il a bien été défini que l'imposition
en Israël n'avait pas lieu pour lui. Il devait déclarer en France. Par contre, il a un problème avec la France. Mais ça ne concerne pas Israël. Ça concerne. Israël te dit, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu me devais, qu'est-ce que tu as fait sur mon territoire, tu me le dois. Si c'était un Israélien, c'est différent. Là, on parle de ce cas du résident étranger. Donc il y a une jurisprudence sur ça. Oui, mais c'est pas vraiment intéressant, surtout dans l'échange d'informations dans lequel on se trouve. La France, elle va savoir son compte, elle va connaître son compte. Ah oui. Alors, vous avez, j'imagine, régularisé beaucoup de gens. Vous avez aidé à... Est-ce que vous avez un dossier, sans citer de nom, bien sûr, mais juste pour qu'on se rende compte de quoi on parle? Moi, j'ai eu un dossier d'une personne qui avait une dizaine d'appartements, mais on ne rentre pas vraiment dans les détails d'une dizaine d'appartements, parce que des fois, ça devient commercial en Israël. Ouais. Une partie de cet appartement était louée en Airbnb, en courte durée, et une partie des appartements était louée en location longue durée. Il a reçu ce document, ce fameux 5329. Il ne s'est pas inquiété. Il dit c'est quoi? Il pensait que c'était une simple déclaration de patrimoine, vous savez, des fois. Comme la Tsaraton, que tout le monde reçoit. Oui. Voilà. Alors, on a reçu ça, on a voulu voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et normalement, si on comprend bien, étant donné que la loi est un peu floue, normalement, la loi, elle te dit on n'accepte pas les régularisations pour les personnes dont on a déjà une donnée. Quand on reçoit le 5329, ça veut dire qu'il y a déjà des données aux impôts. Mais nous, on interprète ça différemment. C'est une vérification avant de sanctionner la personne. Ce 5329, c'est une simple vérification. Donc, il faut vite se régulariser. C'est-à-dire, dans le cas de cette personne-là, moitié Airbnb, moitié revenus fonciers. Les revenus Airbnb, c'est une activité commerciale. Donc c'est imposable en Israël. C'est imposé de façon commerciale, c'est-à-dire jusqu'à 50% d'imposition selon la taxe marginale. C'est une vraie affaire, c'est une activité professionnelle. Tout à fait. Et l'activité de longue durée, c'est 10% au maximum, c'est 10% d'imposition sur les revenus. Et grâce à cette régularisation, on a régularisé 10 ans auparavant, et on a réussi à obtenir en fait 10% pour tout. Alors que normalement... Ok, donc il a payé moins cher. Il a même payé moins cher, et après, il a été régularisé. Son 5329, il était cachère, il n'y avait pas de problème. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de montages à faire qui sont un peu agressifs, mais qui tranquillisent les personnes. Qui tranquillisent les personnes et qui permettent de vivre sereinement. Bien sûr. Voilà, puis de payer ses impôts en Israël, il y a pire quand même. Oui, surtout dans un nouveau pays. Les impôts en Israël, en plus, on bénéficie de beaucoup d'avantages avec les revenus qui proviennent de l'étranger. L'imposition en Israël, elle est plus basse que l'imposition française. Il y a pas mal de... Et puis même pour l'engagement sioniste, pour ceux qui viennent en Israël, c'est plutôt sympa. Oui, mais d'ailleurs, j'ai eu un cas d'ailleurs d'une personne qui n'avait pas déclaré et qui n'aurait pas dû payer d'impôts. C'est-à-dire, c'était 7 ans auparavant, on a fait tous les calculs avec tous les avantages, dont l'amortissement, etc. Il n'aurait pas dû payer d'impôts. Et on a présenté ça comme ça, aux impôts. En disant, OK, il a gagné de l'argent, mais il ne doit pas payer d'impôts. Alors, les impôts, normalement, ils te disent, OK, tu as un retard de déclaration, tu aurais dû me déclarer avant. Mais le retard de déclaration, c'est le retard à partir du moment à lequel je t'ai demandé de me déclarer. Comme il était étranger, il est devenu Olé-Khadash, ils ne l'ont jamais demandé. Donc, il n'a pas eu d'imposition sur ce retard. Il a gagné. Et il n'a même pas payé un shekel d'impôt. Donc, ça vaut vraiment le coup de vérifier au moins, de vérifier l'imposition qui sera payée et d'essayer d'aller vers ce processus, surtout maintenant, quoi. Bon, alors, on résume l'information la plus importante. Un avantage fiscal qui se termine le 31 décembre 2018. Franchement, si vous avez des revenus, des biens, etc., ou même simplement, vous devez vérifier votre statut pour bénéficier de cet avantage et vous déclarer, même de façon anonyme. C'est possible. Ils sont formidables en Israël. Même en France, ça existe. Même en France, bien évidemment. Mais ici, ça doit sûrement arranger beaucoup de personnes. Merci, Nathanaël Cohen, d'être venu. Donc, Natco Consulting ou natconsulting.com, c'est le site internet. Si on veut avoir plus d'informations, on peut vous contacter. Avec plaisir. Voilà, OK. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.